Eh bien, merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout d'abord, je tenais à remercier, bien entendu, le Collège de Belgique de nous donner l'opportunité de présenter ce cycle de conférences. Et je tenais également à remercier le professeur Henri Alexandre qui avait présenté et supporté ce cycle et grâce à qui nous allons pouvoir vous présenter 4 conférences qui auront lieu, la première donc aujourd'hui, la semaine prochaine le 12 et le 13 octobre et la dernière le 27 octobre. Alors, ce cycle de conférences s'inscrit dans le cadre d'un projet Interreg, France-Wallonie-Vlaanderen, qui a pour objectif de créer un véritable écosystème transfrontalier qui implique à la fois des universités néerlandophones, des universités et hautes écoles francophones et également des partenaires français autour de ces troubles musculo-squelettiques. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, on va parler de troubles musculo-squelettiques pour tout ce qui touche des problèmes musculaires et squelettiques qui sont extrêmement fréquents et qui vont véritablement poser un problème de santé publique car c'est une des premières causes d'incapacité de travail. Et ces troubles musculo-squelettiques vont impliquer bien entendu le système nerveux puisqu'ils vont générer des douleurs et que ces douleurs sont véritablement au centre du problème des troubles neuromusculo-squelettiques et c'est également cette douleur qui va déterminer la façon dont on va pouvoir récupérer après une lésion et la façon dont on va pouvoir gérer ces troubles. Et donc, pour pouvoir approcher cette problématique complexe, le projet Interreg va réellement appliquer une démarche multidisciplinaire en faisant intervenir des universitaires impliqués dans la neurophysiologie de la douleur, donc comme c'est mon cas, mais également des ingénieurs qui vont développer des instrumentations de mesure pour la mesure du mouvement, également des universitaires impliqués dans la revalidation et la kinésithérapie, et on va également aborder les aspects psychosociaux. Et donc, dans les différentes conférences qui seront abordées, la première aujourd'hui, la douleur dans mon corps et dans mon tête, bien sûr, va faire la paire belle au mécanisme de la douleur. Ensuite, vous aurez la conférence donnée par le professeur Roussel le 12 octobre qui parlera de l'activité physique et de son rôle potentiel comme antidouleur. Le 13 du 10, vous pourrez suivre la conférence du professeur Tellier sur l'origine psychosociale des troubles physiques. Et finalement, la dernière conférence vous parlera des capteurs que l'on peut utiliser, qui seront développés dans le cadre de ce projet Interreg pour mesurer le mouvement et pour pouvoir aider les praticiens dans le suivi des patients souffrant de ce type de troubles neuromusculaires. Alors tout de suite, nous allons aborder le thème principal de la conférence d'aujourd'hui, donc que j'ai intitulé « La douleur dans mon corps, dans ma tête ». Et donc précisément parce que finalement c'est une question que l'on continue à se poser, à savoir si j'ai mal, est-ce que réellement la douleur correspond à quelque chose de physique, quelque chose de réel, ou est-ce que cette douleur en fait elle est dans ma tête et donc j'en suis en quelque sorte responsable. Pour répondre à cette question, eh bien, d'abord, il faut donner des définitions de ce qu'on appelle la douleur. Et la douleur, selon l'Association internationale pour l'étude de la douleur, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire, mais une lésion tissulaire qui peut être réelle ou potentielle ou décrite en ces termes. Et on reviendra bien entendu sur cette définition. À côté de cette définition de la douleur, qui est donc l'expérience que l'on a, il existe une autre définition qui est la définition de la nociception. Et la nociception, c'est le processus sensoriel qui va être à l'origine des signaux nerveux susceptibles de déclencher la douleur. Également, dans cette définition, il y a beaucoup de mots importants. Donc là, cette fois-ci, on a un processus sensoriel, mais on voit que ce processus est susceptible de déclencher la douleur, c'est-à-dire qu'il ne va pas nécessairement la déclencher à chaque fois. Et donc, pour comprendre le lien qu'il va y avoir entre la nociception et la douleur, eh bien, on doit s'intéresser à ce que l'on appelle la perception. La perception, c'est vrai pour tous les sens, c'est-à-dire que pour la vision, pour l'audition, pour le goût, mais également pour la nociception. La perception est l'image que l'on se fait d'une information sensorielle qui arrive jusqu'à notre cerveau. Et pour ce processus de perception, nous allons avoir 3 étapes importantes. La première étape, c'est bien entendu la stimulation qui provient
de l'extérieur et qui va venir stimuler des capteurs spécifiques dans notre corps. Cette stimulation, ça peut être des photons dans le cas de la lumière, ça peut être une onde sonore dans le cas de l'audition, ça peut être une stimulation mécanique dans le cas de la douleur. Et donc, cette stimulation a des propriétés physico-chimiques bien déterminées. Cette stimulation de base va ensuite être transformée en un influx nerveux, c'est-à-dire en un courant électrique qui va pouvoir se propager de l'endroit de la stimulation jusqu'au cerveau. Et cette première transformation va être extrêmement importante et c'est ce qu'on va appeler le codage de l'information, c'est-à-dire qu'on va transformer une donnée physico-chimique en un influx électrique qui va lui-même se propager et envoyer l'information jusqu'au cerveau. Et une fois que le cerveau va recevoir cette information électrique, la troisième étape la plus importante sera l'étape de perception ou l'expérience consciente de la sensation, c'est-à-dire c'est la façon dont le cerveau va interpréter ce signal électrique. Et donc, on aura deux transformations, une première transformation de la stimulation vers le signal électrique et une deuxième transformation du signal électrique vers le traitement que l'on en fait pour avoir la perception consciente. Et il faut bien se rendre compte que ce processus de perception va dès lors être différent des propriétés physiques ou chimiques de la stimulation. Alors bien entendu, il y a une correspondance entre les deux, c'est-à-dire que notre perception dépend évidemment des propriétés physiques, mais il n'existe pas de correspondance exacte entre les deux. Donc, il y a très, très longtemps, donc au moment des philosophes grecs, on pensait que les nerfs étaient des tubes qui permettaient de transporter les éléments de la périphérie jusqu'au cerveau, pratiquement sans aucune transformation. Un petit peu comme si on pouvait transporter des pépites de chocolat de la bouche jusqu'au cerveau pour permettre au cerveau de goûter directement le chocolat. Ensuite, quand on a mieux compris le mécanisme des nerfs et du système nerveux et que le système nerveux fonctionnait de manière électrique, on a continué de penser que le cerveau recevait une image fidèle de ce qui se passait à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on avait une transposition exacte du signal périphérique jusqu'à l'image que l'on avait dans notre cerveau. Et on se rend compte aujourd'hui qu'en réalité, le cerveau va recréer l'information à partir des données qu'il reçoit. Et donc, il y a tout ce processus de création d'images mentales qui va être très important dans le processus de perception et qui va faire que c'est toujours beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. Donc, ce que l'on ressent consciemment, eh bien, va dépendre de toute une série de facteurs, dont évidemment la stimulation de base, la stimulation physico-chimique, mais également d'autres facteurs, dont les facteurs psychosociaux, dont on parlera dans une des conférences de ce cycle. Alors, la première question que l'on peut se poser, bien évidemment, quand on parle de la douleur, c'est est-ce qu'il est bien nécessaire de souffrir? Donc, nous avons tous connu, évidemment, des périodes plus ou moins douloureuses. Et à côté de cela, nous savons que certaines personnes sont moins sensibles à la douleur et que même dans certains cas, on peut avoir des personnes insensibles à la douleur. Donc, ces personnes insensibles à la douleur ont été décrites depuis très, très longtemps. Et donc, on a notamment des personnages que l'on va retrouver, notamment dans des foires, où l'on va montrer qu'ils sont capables de supporter, d'être transpercés d'épingles. Donc, on a ici l'homme en coussin d'épingles, donc qui peut être complètement transpercé, et il est décrit dans la littérature scientifique comme ne ressentant aucune douleur. Et donc, s'il est possible de ne pas ressentir de la douleur, on peut se demander, mais finalement, pourquoi a-t-on mal et quel va être le rôle de cette douleur? Et si on veut se rendre compte du rôle important de la douleur, il faut en fait suivre ces personnes qui sont insensibles à la douleur. Donc, on dit qu'ils possèdent une insensibilité congénitale à la douleur. Et en réalité, on se rend compte que ces personnes vont avoir des lésions très importantes au niveau de leurs membres, au niveau de leurs lèvres, mais également au niveau de leurs articulations, parce qu'en réalité, à chaque fois qu'une stimulation dangereuse, potentiellement blessante pour les tissus va arriver au niveau de la périphérie, au niveau de la peau, eh bien, s'il n'y a pas de signal de douleur, eh bien, nous sommes incapables de nous protéger, nous sommes incapables de prévenir la lésion, et donc la lésion a effectivement lieu. Et donc, très vite, on voit ici un enfant qui s'est mordu la lèvre à de nombreuses reprises, tout simplement parce qu'il ne ressent pas la douleur suite à cette
posture. Et ici, vous observez un coude qui a été déboîté un grand nombre de fois de telle façon qu'il trouve cette position totalement anormale. Et donc, ces patients qui ont une insensibilité congénitale à la douleur vont non seulement avoir énormément de lésions au niveau de leur corps, au niveau de leurs articulations, mais auront également en général une espérance de vie qui sera réduite, souvent pour cause de septicémie, puisque les lésions vont s'infecter. De nouveau, s'il n'y a pas de douleur associée à la lésion et à l'infection, il y a un risque que cette infection se propage à l'ensemble du corps et devienne ainsi mortelle. La dernière image présente simplement le fait que l'on peut tester la sensibilité à la douleur en appuyant sur la base d'un ongle, ici avec un bic, ce qui permet de voir si on est plus ou moins sensible à ce signal nociceptif. Et donc, on se rend compte évidemment que la douleur est tout à fait essentielle à la survie. Elle est essentielle à la survie de l'espèce, elle est essentielle à la survie de l'individu. Et donc, pourquoi cette douleur est essentielle? Tout d'abord parce qu'elle va permettre une réponse immédiate et réflexe qui va nous permettre de nous soustraire du danger. Donc, on sait bien tous que si on touche quelque chose de très chaud, eh bien, par réflexe, on va retirer la main de l'objet chaud, ce qui permettra de ne pas avoir une lésion au niveau de la main. Et donc, cette réponse immédiate va évidemment protéger nos tissus en cas de danger. Ensuite, on va avoir une réponse locale de sensibilisation qui va permettre la mise au repos de la partie du corps qui a été touchée, qui a été mise en danger. Et donc, effectivement, lorsqu'on a une lésion, lorsqu'on a une blessure, on va avoir une sensibilité accrue à l'endroit de cette lésion. Et ça va permettre de ne plus rien toucher avec cette partie du corps, de la mettre au repos et donc de permettre la guérison et d'éviter que cette lésion ne s'étende. Et donc, c'est également très important d'avoir cette sensibilisation pour permettre de guérir à la suite d'une lésion. Enfin, on va également avoir une réponse centrale. Donc, le système nerveux central va également répondre à la douleur en générant un comportement qui sera lui-même propice à la guérison. Donc, lorsque l'on est blessé, lorsqu'on est touché par une lésion particulière, on aura tendance à rester en retrait, à avoir une certaine fatigue et donc à se reposer et également à être beaucoup plus vigilant vis-à-vis de son environnement et donc à se protéger vis-à-vis de l'environnement. Et cette réponse centrale, bien entendu, est importante également pour la guérison. Et finalement, au niveau de l'évolution et au niveau de l'espèce, eh bien, cette douleur va permettre de générer une réponse comportementale et donc une expression de la douleur qui va encourager de la part de ses congénères de la protection, puisque l'individu qui aura été blessé va être protégé par ses pairs, et en même temps, l'expression de la douleur va permettre de signaler le danger et donc de permettre aux autres individus de fuir ce danger potentiel et donc ainsi de préserver la communauté. Et donc, on voit qu'évidemment, la douleur va avoir un rôle très important et la question est bien sûr de savoir, eh bien, est-ce que c'est toujours bien contrôlé ou est-ce que cette douleur qui est importante pour notre survie ne va pas à un certain moment devenir pathologique, c'est-à-dire générer un signal qui ne correspond plus à un vrai danger, mais qui devient cette fois-ci un problème de maintien de la douleur lorsqu'elle devient chronique et qu'elle ainsi nous empêche de bien fonctionner alors que le danger potentiel a été écarté. Et donc, pour répondre à ces questions, je reviens sur mon titre principal de la conférence, la douleur dans mon corps ou dans ma tête. Et donc, je vais essayer de suivre le chemin de la nociception pour arriver à la perception de la douleur, pour répondre à cette question, est-ce que la douleur, finalement, elle est dans mon corps, c'est-à-dire est-ce qu'elle provient réellement de la nociception ou est-ce qu'elle est dans ma tête, est-ce qu'elle provient de ce que je pense être la douleur? Alors, pour répondre à cette première question, est-ce que la douleur est dans mon corps? Eh bien, je vais observer l'innervation de mon corps. Et donc, on voit évidemment que notre corps est parcouru par un très grand nombre de fibres nerveuses qui vont couvrir tout le territoire cutané et l'ensemble des organes internes, c'est-à-dire que chaque partie du corps va être innervée par des fibres sensorielles qui vont permettre de capter les signaux périphériques pour les amener jusqu'au système nerveux central.
Donc, on a ici sur cette diapositive un neurone sensoriel. Ce neurone sensoriel a une partie ici, une extrémité qui va aller en périphérie chercher l'information. Et cette information va se présenter, bien entendu, sous la forme d'une stimulation mécanique ou d'une stimulation chimique. Donc, c'est la stimulation de départ qui sera captée par ces extrémités ici. Ensuite, ce neurone sensoriel, ce sera à lui de transformer la stimulation mécanique en un signal électrique qui va ensuite se propager le long ici du prolongement neuronal, va se propager pour finalement aller jusqu'au système nerveux central et transmettre l'information. Ce neurone sensoriel, que l'on appelle aussi le nocicepteur, va donc amener l'information de la périphérie, de récepteurs sensoriels, vers la moelle épinière, ce qui permettra à la moelle épinière de traiter l'information qui lui provient sous la forme d'un signal électrique. Alors, il y a plein d'informations, évidemment, qui nous proviennent de la périphérie de notre corps. Il y a de l'information tactile, il y a de l'information proprioceptive, il y a de l'information thermique et il y a de l'information nociceptive, c'est-à-dire de l'information liée à des stimulations potentiellement dangereuses qui risquent de léser notre corps. Alors, en ce qui concerne les stimulations nociceptives, on va emprunter ce que l'on appelle la voie spinothalamique, c'est-à-dire que l'information va remonter de la périphérie jusqu'à la moelle, comme on a vu précédemment. Donc, je viens ici chercher l'information en périphérie. Je transmets cette information vers la moelle épinière. Je vais ensuite traverser la ligne médiane, c'est-à-dire je vais changer de côté pour remonter vers mon thalamus qui est au cœur du cerveau, et puis vers le cortex somestique. Et donc, on appelle cette voie la voie spinothalamique. Spino pour moelle épinière, thalamique pour thalamus. Donc, on va de la périphérie à la moelle épinière, de la moelle épinière au thalamus pour finalement arriver au cerveau. Et cette structure, cette voie qui permet de transmettre l'information nociceptive vers le cerveau, je vais la retrouver évidemment pour toutes les parties de mon corps. Et donc ici, ça représente l'innervation du corps étage par étage. Donc si je vois ici ma moelle épinière, bien, chaque partie de ma moelle épinière va s'occuper d'une partie bien spécifique de mon corps. Ça veut dire que, par exemple, les capteurs nociceptifs qui se trouvent ici au niveau des épaules vont arriver au niveau de la moelle C5, c'est-à-dire à peu près à ce niveau-ci de la moelle épinière, avant de remonter vers le cerveau. Donc, j'ai une correspondance entre les parties de mon corps et les parties de ma moelle épinière pour permettre à cette information sensorielle de remonter vers le cerveau. Néanmoins, il y a une première notion ici importante dont il faut se rendre compte, c'est que lorsque l'on parle de la peau et lorsque l'on parle des muscles, lorsque l'on parle de ce qui est à l'extérieur, on a des capteurs qui vont donner une information précise quant à leur localisation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire exactement si on a mal au doigt, si on a mal au poignet, si on a mal à l'épaule. Par contre, lorsqu'on va parler de douleur viscérale, donc la nociception viscérale, les capteurs qui vont se retrouver au niveau des viscères, eh bien, vont générer ce que l'on appelle des douleurs projetées. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que lorsqu'il y a une lésion au niveau d'un organe interne, l'information va également remonter vers la moelle épinière, mais cette information va converger, c'est-à-dire va arriver au même endroit que l'information qui provient de certaines zones de la peau. Ce qui signifie que les neurones qui sont ici dans la moelle épinière vont à la fois traiter la nociception qui provient de ce morceau de peau et la nociception qui provient d'organes internes. De telle manière que lorsque l'information va remonter vers notre cerveau, nous ne pourrons pas faire la différence entre le morceau de peau en question et l'organe interne. Et donc, ce sera très difficile pour notre cerveau de définir avec précision d'où vient la lésion. Est-ce qu'elle vient de la périphérie ou est-ce qu'elle vient de l'organe interne? Et comme le plus souvent dans notre vie, la nociception, donc les signaux de lésion viennent de l'extérieur et donc plus de la peau, eh bien notre cerveau interprète le plus souvent les douleurs viscérales comme des douleurs externes. Et donc, il y a des zones de la peau qui vont être ainsi connectées
à des zones viscérales. Et donc, on a par exemple ici, lorsqu'on a des douleurs au niveau de l'œsophage, en réalité, on a l'impression, on a une perception de douleur ici au niveau de ces zones de surface de peau. Ici, pour le cœur, c'est peut-être ce qui est le plus connu, hein, la projection de la douleur cardiaque sur le bras gauche ici, et donc cette impression d'avoir mal au bras lorsqu'en réalité la lésion se trouve sur le cœur, et on retrouve cette projection pour les différents organes, la vessie, les urètres ou la prostate. Et donc évidemment, lorsqu'on a des plaintes de douleurs sur ces zones de peau particulières à répétition, on peut suspecter une lésion interne et un problème interne. Cela signifie que l'on se rend compte déjà à ce moment-là que même si notre système nerveux est particulièrement bien organisé, eh bien, on a déjà une source d'erreur potentielle, c'est-à-dire qu'on peut se tromper de localisation suite à l'architecture, à la façon dont les circuits sont organisés. Ça, c'est une première notion déjà importante. Alors, ensuite, malgré le fait qu'il y ait ce problème de douleur projetée, globalement, chaque zone du corps va être reliée au cerveau et donc va transmettre l'information. Alors, cette information, je vous l'ai dit, va être transformée en information électrique. Ça veut dire qu'on va avoir en périphérie un capteur qui va transformer la stimulation, ici c'est une stimulation mécanique, en une stimulation électrique. Vous avez ici un exemple de réponse électrique, c'est un changement de potentiel, donc ça c'est la réponse du neurone que l'on observe suite à la stimulation du capteur, et l'on voit qu'en fonction de l'intensité de la stimulation, eh bien l'intensité de la réponse électrique va augmenter progressivement. Et plus j'appuie fort, et plus cette réponse augmente jusqu'à générer ici ce qu'on appelle un potentiel de pointe, c'est-à-dire une réponse importante de la fibre nerveuse qui va pouvoir se propager, être transmise au système nerveux central. Et donc, on va avoir un lien direct entre l'amplitude de la stimulation et sa durée et la réponse électrique. Ici, ce qui est représenté, ce sont ce qu'on appelle les potentiels de pointe, hein, ou les potentiels d'action, et on voit bien qu'une petite stimulation de courte durée va générer une petite réponse, alors qu'une stimulation plus longue et de plus longue durée, de plus intense, va générer une réponse beaucoup plus importante. Et donc, la réponse électrique va refléter évidemment la stimulation de base, et c'est cette réponse électrique qui va être transférée. Alors malgré tout, on voit que si on augmente la stimulation, on a une plus grande réponse, mais on ne va pas pouvoir augmenter à l'infini cette réponse. Donc j'appuie un petit peu, j'ai une petite réponse, j'appuie plus fort, j'ai une plus grande réponse, j'appuie encore plus fort, j'ai une plus grande réponse, et à un moment donné, je vais arriver à saturation. C'est-à-dire que je vais continuer à appuyer de plus en plus fort et ma réponse électrique ne va plus augmenter parce que j'aurai atteint la réponse maximum. Qu'est-ce qui va alors me permettre de détecter des pressions mécaniques encore plus fortes? Eh bien, c'est l'existence de différents capteurs, c'est-à-dire j'aurai des capteurs qui seront très sensibles et qui vont répondre à une toute petite pression, et j'ai des capteurs qui seront peu sensibles et qui vont répondre uniquement s'il y a une forte pression. Et donc, c'est là que va se faire la différence entre la perception tactile ou la perception de la température, par exemple, et la nociception, c'est-à-dire la perception d'un signal potentiellement dangereux pour notre corps, c'est-à-dire un signal susceptible d'induire une lésion. Et on le voit bien ici, donc je vais parler de seuil de la douleur, que lorsque on chauffe le doigt ici, donc on a une stimulation thermique. Dans un premier temps, tant que la température n'est pas trop élevée, je vais activer un récepteur à la température que j'appelle un thermorécepteur. Ce récepteur va augmenter son activité au fur et à mesure que la température augmente et donc me donne une information sur la température. Je vois qu'à partir de 45 degrés, mon activité est maximale, elle ne peut plus augmenter. J'informe mon cerveau que la température augmente jusqu'à 45 degrés. Au-delà de 45 degrés, c'est un autre capteur, c'est un autre récepteur qui cette fois-ci est un nocicepteur qui va commencer à réagir et à donner une réponse. Ça veut dire qu'au-delà de 45 degrés, le signal qui va m'être donné par ce nocicepteur va me signaler le danger, va m'informer qu'au-delà de 45 degrés, je commence à risquer d'abîmer mes tissus, d'avoir une lésion, d'avoir une brûlure.
Donc, je vois bien ici la réponse de mon thermocepteur qui augmente progressivement aux basses températures, puis qui ensuite sature, et mon nocicepteur, lui, qui ne réagit pas aux basses températures, mais qui va donner un signal lorsqu'il y a une stimulation potentiellement dangereuse. Donc ça, c'est la toute première phase. Je transforme mon signal physique en un signal électrique et je le fais avec des capteurs particuliers. Et pour la nociception, ce sont des capteurs qui ne vont s'activer que s'il y a danger, que si la stimulation va potentiellement induire une lésion au niveau de mon tissu et donc va me mettre en danger. Une fois que cette information électrique sera produite, elle va évidemment remonter vers mon système nerveux central et elle va remonter à différentes vitesses en fonction du type de stimulation. Et donc ici, vous voyez que la proprioception, c'est ce qui va monter le plus vite, c'est ce qui va aller plus vite. Donc ça veut dire que l'information proprioceptive qui correspond à la position de vos articulations va remonter très très vite à votre cerveau. L'information tactile va remonter vite et l'information douloureuse, donc l'information nociceptive, elle va remonter plus lentement, donc avec des vitesses de conduction qui sont plus lentes, simplement parce que les fibres nerveuses qui transportent l'information nociceptive sont de plus petits diamètres, ce sont des plus petites fibres. Alors, autre notion ici intéressante, c'est que pour transporter la nociception, j'ai deux types de fibres différentes. J'ai des fibres qui vont être dites myélinisées, c'est-à-dire qu'elles sont entourées d'une gaine isolante, et j'ai des fibres non myélinisées. Les fibres qui sont entourées d'une gaine isolante, qui est ici la myéline, vont permettre de transmettre l'information plus rapidement que les fibres qui sont non myélinisées. Et donc, à chaque fois que j'ai une stimulation douloureuse, j'ai potentiellement deux réponses. Une réponse rapide, donc la première douleur, et une réponse qui va être plus lente, la seconde douleur. La première douleur, la réponse rapide, c'est véritablement celle qui va me permettre d'avoir le réflexe de retrait. C'est celle qui va faire en sorte que je me retire du danger, donc j'enlève ma main si c'est de ma main qu'il s'agit. C'est également celle qui va me permettre de localiser la source de la douleur très très rapidement. La deuxième douleur qui arrive plus lentement, c'est celle qui va me donner toutes les sensations désagréables de la douleur. Donc, c'est la douleur qui augmente progressivement, qui devient plus sourde, qui devient moins précise en termes de localisation, mais plus désagréable en termes de perception. Et donc, on aura toujours ces deux informations, une première information de localisation et une deuxième information qui correspond vraiment à la sensation désagréable. Alors, quelles sont finalement les stimulations qui vont être à l'origine de la nociception? Donc, qu'est-ce qui va générer un signal dans mes fibres nociceptives? Eh bien, ce sont évidemment les stimulations mécaniques intenses, les températures extrêmes, mais également les conditions d'hypoxie. Donc, ça veut dire que si une partie de mon corps est privée d'oxygène suite à un accident vasculaire, donc je n'ai plus d'oxygène qui arrive au niveau du tissu, je serai en condition d'hypoxie et ça va générer de la nociception. Évidemment, l'exposition à des substances toxiques, chimiques notamment, peut générer également une réponse nociceptive parce qu'il y a des capteurs spécifiques pour ces substances toxiques. Mais pour ce qui est des troubles neuromusculo-squelettiques, ce qui va nous intéresser, c'est une stimulation qui va provenir de tissus altérés. C'est-à-dire qu'il y a tout d'abord une lésion tissulaire. Cette lésion tissulaire va déclencher la libération de molécules chimiques, des molécules chimiques telles que l'histamine, la bradykinine ou les prostaglandines. Toutes ces molécules vont participer à ce que l'on appelle l'inflammation des tissus. Et donc, au départ, on a une lésion qui peut être une lésion mécanique. Cette lésion mécanique va être ressentie une première fois grâce à la nociception mécanique. Donc, on aura une première douleur qui correspondra réellement à l'apparition de la lésion. Ensuite, les tissus lésés vont libérer toutes ces substances qui vont générer l'inflammation. Et l'inflammation elle-même va activer la nociception, c'est-à-dire que cette fois-ci, c'est la seconde douleur qui va apparaître, qui correspond à cet état inflammé des tissus. Et évidemment, lorsqu'on utilise des antalgiques, lorsqu'on utilise des antidouleurs, on peut cibler cette inflammation. Donc, les anti-inflammatoires vont permettre de réduire cet effet
de douleur liée à l'inflammation. Et donc, lorsque les neurones vont capter ces molécules chimiques qui sont libérées en périphérie, ils vont à leur tour libérer d'autres molécules au niveau de la moelle épinière pour transmettre le message aux neurones suivants et ainsi permettre sa perception. Dans les molécules qui sont libérées centralement par les neurones, il y a le glutamate, mais il y a et surtout un peptide que l'on appelle la substance P. Ce peptide va, lui, amplifier le signal à la fois au niveau de la moelle épinière, mais également au niveau de la lésion. Donc, on a pu montrer que des animaux qui étaient privés de cette substance P, donc qui ne pouvaient pas synthétiser cette substance P, ne souffraient plus de douleurs importantes, c'est-à-dire qu'ils allaient ressentir toujours la douleur, mais à un niveau beaucoup plus faible et surtout de manière moins chronique. Donc, cette substance P va vraiment participer à l'intensité de la douleur et elle va amplifier le signal. Et donc, on retrouve ici notre tissu endommagé. L'information va remonter du tissu endommagé vers la moelle épinière. Au niveau de la moelle épinière, j'aurai donc libération de glutamate et de substance P qui va générer la transmission du signal vers le cerveau et faire en sorte que je ressente effectivement la douleur. Mais vous voyez que la substance P va également être libérée au niveau du tissu, au niveau des vaisseaux sanguins, et c'est cela qui va générer précisément cette libération de molécules inflammatoires et qui va provoquer la nociception secondaire. Donc, cette substance P va vraiment favoriser l'amplification du signal. Et c'est ce qui va générer ce que l'on appelle l'hyperalgésie périphérique. Donc, ça veut dire que le tissu qui a été lésé va devenir hypersensible et donc va répondre beaucoup plus fort à tout type de stimulation. Alors, l'exemple typique, c'est vous avez pris un coup de soleil, donc le coup de soleil va générer de l'inflammation au niveau de la peau, et lorsque, après ça, vous prenez une douche qui est juste tiède, vous allez ressentir l'eau tiède comme un signal douloureux parce que la peau qui a été brûlée par le soleil va être devenue hypersensible. Alors, cette hypersensibilité va effectivement permettre de protéger la peau puisque comme elle est hypersensible, vous n'allez plus la toucher, vous allez la protéger et donc ça va permettre de faire guérir la lésion. Mais en attendant, vous avez cette hypersensibilité, cette hyperalgésie périphérique. Cette hyperalgésie, elle est très utile, bien entendu. Elle le devient nocive lorsqu'elle dure dans le temps et lorsqu'elle va provoquer finalement plus de problèmes que de solutions lorsqu'elle va être maintenue, lorsque l'inflammation va se maintenir au cours du temps et va elle-même devenir chronique. Et donc, c'est ce qui est représenté ici, ce qui est résumé, donc tout ce que je vous ai déjà expliqué. Donc, vous avez la lésion tissulaire qui est la stimulation d'origine. Cette lésion tissulaire va générer la libération d'une série de substances par les tissus lésés. Ces substances vont elles-mêmes activer des nocicepteurs. Les nocicepteurs vont transmettre l'information vers la moelle épinière et le cerveau. Mais ensuite, cette même information va redescendre vers les tissus par ce que l'on appelle les réflexes d'Axone. Donc, on redescend vers les tissus pour libérer la substance P qui va générer un second signal au niveau des vaisseaux sanguins, au niveau des cellules du système immunitaire pour maintenir l'inflammation. Et pire que ça, cette substance P va générer ce que l'on appelle la propagation de l'inflammation et donc l'hyperalgésie secondaire en tache d'huile, puisque à partir d'une lésion bien localisée, la substance P qui va se propager d'une partie du neurone à l'autre, eh bien, va être libérée à un endroit qui est à proximité de la lésion, va générer l'inflammation de cette partie de tissu, inflammation qui va activer d'autres neurones qui vont à leur tour libérer de la substance P qui pourra générer un signal inflammatoire dans la partie de peau suivante. Et donc, de proche en proche, on peut ainsi avoir une étendue du territoire enflammé et donc une étendue de la douleur, bien évidemment, associée. Typiquement, c'est ce que l'on va avoir lorsqu'on a, par exemple, une piqûre de guêpe. On peut avoir une première réponse qui est une libération d'histamine à l'endroit où on a été piqué. Et cette première libération d'histamine peut déclencher une réponse en cascade qui va faire que l'ensemble du bras va gonfler et va devenir douloureux
suite à cette propagation de l'inflammation de proche en proche. Et donc, on a une première façon d'avoir trop mal, en quelque sorte, c'est cette hyperalgésie périphérique, c'est le fait que le tissu devient plus. Et donc, lorsqu'on a terminé cette première partie de la nociception, eh bien, j'aurais tendance à répondre à ma question, eh bien, la douleur est effectivement dans mon corps, puisque la douleur prend son origine dans la nociception, et la nociception est un phénomène qui permet de mesurer la présence de stimulation potentiellement dangereuse pour mon organisme. Et donc, même si j'ai de l'hyperalgésie, ça reste périphérique, c'est-à-dire ça reste localisé à l'endroit de la lésion. J'ai un premier problème qui s'étend à de l'inflammation, et c'est cette inflammation qui est à l'origine de la nociception et de la douleur. Le deuxième argument pour dire que la douleur est bien dans mon corps, c'est que si je n'ai pas de nocicepteur, et donc dans l'insensibilité congénitale, en réalité, le problème est que je n'ai pas de nocicepteur ou que mes nocicepteurs ne fonctionnent pas bien. Eh bien, si je n'ai pas de nocicepteur, je n'ai pas de douleur. Ce qui semble dire qu'effectivement, j'ai besoin d'avoir un signal périphérique pour avoir de la douleur, et donc la douleur est bien au départ dans mon corps. Néanmoins, de nouveau, petit bémol à cette assertion, c'est qu'il y a quand même un traitement subjectif du signal nociceptif. Ça veut dire que même si j'ai un vrai signal en périphérie, ce que je peux ressentir au niveau central, de nouveau, comme expliqué lors de la première slide, ne va pas nécessairement correspondre aux propriétés physiques de la stimulation. Et donc, typiquement, si je passe très rapidement d'une eau froide à une eau chaude, même si l'eau n'est pas trop chaude, donc s'il n'y a pas de risque de lésion, le fait d'activer les récepteurs au froid et directement après les récepteurs au chaud peut générer un signal douloureux, c'est-à-dire un signal qui va m'avertir d'un danger potentiel alors qu'il n'y a aucun risque de lésion. Donc, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de lésion, l'eau n'est pas très chaude, mais malgré tout, cette coactivation du froid et du chaud va générer un signal douloureux et va faire que je vais retirer ma main de l'eau chaude, même s'il n'y a pas de risque. Ça veut dire que même si effectivement il y a un vrai signal en périphérie, ce n'est pas pour autant que l'interprétation que j'en fais est exactement à l'image de ce signal périphérique. Donc ça, c'est une première notion. Alors là, je suis arrivée à la moelle épinière avec mon signal. Et évidemment, le traitement de la douleur n'est pas terminé lorsque je suis au niveau de la moelle épinière. Et donc, j'arrive à la deuxième partie de la conférence. Est-ce que ma douleur n'est pas aussi dans ma tête? Donc, elle est en périphérie, elle naît en périphérie, mais est-ce qu'une fois qu'elle est arrivée au niveau de mon système nerveux central, est-ce qu'elle peut s'isoler de la périphérie, c'est-à-dire est-ce qu'elle peut devenir une entité propre à l'intérieur de mon système nerveux central? Pour répondre à cette question, on va voir quels sont les différents niveaux de traitement de l'information nociceptive une fois que j'arrive dans la moelle épinière. Alors, on a vu, la moelle épinière, c'est le premier niveau. Ce niveau va permettre le retrait, le réflexe de retrait. Donc, ça veut dire que pour retirer ma main d'une plaque chaude, je n'ai pas besoin de mon cerveau. Ma moelle épinière suffit. Le signal arrive dans ma moelle et ça déclenche le réflexe de retrait. Ensuite, l'information va remonter le long de la moelle pour arriver au niveau du tronc cérébral qui se trouve entre la moelle épinière et le cerveau. Et au niveau de ce tronc cérébral, de nouveau, j'ai des réflexes qui vont se mettre en place, notamment des réflexes qui vont me permettre de bouger la tête et les yeux vers la zone potentiellement lésée, c'est-à-dire de diriger mon regard vers la zone de la lésion. C'est automatique, donc je n'ai pas besoin de prendre conscience de la lésion pour déjà diriger mon regard vers la lésion. Ensuite, je remonte encore un petit peu, donc tronc cérébral, hypothalamus, je suis au cœur du cerveau, amygdale également, donc là je suis vraiment à la base et au cœur du cerveau, et tous ces éléments vont générer les réactions viscérales de la douleur, c'est-à-dire c'est vraiment ces sensations autonomes qui sont liées à la douleur et qui vont faire que l'on va transpirer, le cœur va s'accélérer, on ne va pas se sentir bien, on aura une faiblesse, etc. Donc toutes ces réactions viscérales que l'on ne contrôle pas suite à une stimulation douloureuse vont venir du centre du cerveau. Là encore, on n'a pas besoin de conscience de la douleur pour avoir ce type de réponse. Et finalement, après tout cela, on va passer par le thalamus et du thalamus,
on va arriver jusqu'au cortex pour le traitement conscient et réellement la perception de la douleur. Et donc, commençons par ce qu'il se passe au niveau de la moelle épinière proprement dite. Donc, au niveau de la moelle épinière, je répète, on a des nocicepteurs qui arrivent et qui vont transmettre l'information en libérant deux molécules, le glutamate et la substance P. Ça, c'est ce que l'on a déjà vu jusqu'à présent. Ceci, c'est la même chose représentée autrement. Donc, j'ai le nocicepteur qui est ici, qui transmet l'information nociceptive et qui va libérer le glutamate et la substance P ici sur le deuxième neurone. Ce deuxième neurone, je l'ai appelé T. T, c'est pour threshold en anglais, seuil, c'est-à-dire c'est un neurone qui a un seuil. Un seuil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'information est trop faible, eh bien, elle n'est pas transmise au cerveau. Si l'information est suffisamment importante, alors elle est transmise au cerveau et mon cerveau pourra l'interpréter comme un signal douloureux et donc générer la perception douloureuse. Donc ça, c'est évidemment une transmission classique. Je me brûle, j'active des nocicepteurs thermiques qui vont transmettre l'information et je vais avoir mal. Et si on regarde un petit peu plus près la structure de la moelle épinière, on se rend compte que les neurones qui transportent le tact, ceux qui permettent de sentir simplement toucher, vont également transmettre l'information vers ces cellules T. C'est-à-dire que potentiellement, mon tact, ma sensation tactile pourrait générer de la douleur, puisque lorsque je touche quelque chose, j'envoie une information électrique ici dans mon neurone vert et celui-ci peut transmettre l'information au neurone T. Or, évidemment, si tout va bien, si physiologiquement je n'ai pas de problème, la sensation tactile ne va pas générer de douleur, c'est-à-dire elle va juste générer une sensation tactile et c'est heureux. Alors pourquoi, malgré ces deux connexions, je ne vais pas avoir de réponse douloureuse lorsque je vais toucher quelque chose? C'est parce qu'il existe ce que l'on a appelé un système porte ou un portillon, c'est-à-dire qu'il existe dans la moelle un neurone qui va être capable de fermer ou d'ouvrir la porte à la douleur. C'est-à-dire que c'est un neurone qui a des propriétés inhibitrices, donc qui est représenté ici par la barre horizontale. Donc, ce neurone est capable d'inhiber le signal qui provient soit de la nociception, soit du tact. Donc, ce neurone, on l'a appelé le neurone porte. La théorie du système porte a été mise au point, a été écrite par Melzack et Wall. Et cette théorie nous dit que potentiellement, il est possible d'arrêter la douleur au niveau de la moelle grâce à ce système porte, mais qu'il est également possible que le tact devienne douloureux si le système porte ne fonctionne pas bien. Donc le principe, c'est quoi? C'est que si le système porte fonctionne, la douleur, donc la nociception, déclenche l'activité de la cellule T et déclenche un signal douloureux, alors que le tact, lui, ferme la porte et donc empêche la transmission du signal vers la perception douloureuse. Ça, c'est le principe de la théorie du système porte. Alors, cette théorie du système porte permet, par exemple, d'expliquer que lorsque vous avez mal quelque part, donc vous avez une petite coupure ou une brûlure, ou lorsqu'un enfant est tombé sur son genou et a une petite blessure au niveau du genou, eh bien, le fait de caresser la peau autour de la blessure ou le fait de souffler sur la peau et donc d'activer les poils autour de la blessure, eh bien, va générer une diminution de la sensation douloureuse. Alors, on peut évidemment penser que c'est complètement subjectif, c'est-à-dire que le fait de caresser la peau, de souffler, de faire des bisous magiques, comme on dit aux enfants, eh bien, va effectivement diminuer psychologiquement la douleur, mais en réalité, il y a un vrai phénomène physiologique derrière ça, c'est-à-dire que lorsque vous allez activer le tact à proximité de la lésion, ce tact va venir activer la porte, le système porte qui va pouvoir inhiber la douleur et donc réduire la transmission du signal nociceptif. Donc, au niveau de la moelle, je suis très loin du cerveau, je suis au niveau de la moelle épinière et j'ai déjà à cet endroit-là la possibilité de moduler mon signal douloureux, c'est-à-dire que déjà dans la moelle à cet endroit-là, la transmission de l'information
pourra être modulé en fonction de ce qui se passe dans l'environnement, en fonction de mon état général. Et ça, c'est une notion très importante également à noter. Donc, dans la sensation normale, lorsque tout va bien, la fibre de la douleur, le nocicepteur, transmet l'information nociceptive et génère un signal de douleur, alors que le tact, le toucher, va générer un signal de toucher et ne va pas transmettre ce signal vers la douleur. Par contre, dans certains cas, il y a un processus dit d'hyperalgésie, de nouveau, mais cette fois-ci centrale. Donc tout à l'heure, je parlais de sensibilisation périphérique, donc d'hyperalgésie au niveau de la peau, au niveau de la périphérie à cause de l'inflammation. Cette fois-ci, j'ai de nouveau de l'hyperalgésie, donc trop de douleur, mais cette hyperalgésie, cette fois-ci, est centrale, elle est au niveau du système nerveux central, elle est au niveau de la moelle. Cette hyperalgésie va être due à un processus de plasticité au niveau de la moelle. Ce processus de plasticité, c'est une forme de mémoire. C'est-à-dire que le neurone T, le neurone seuil, va se souvenir de quelque chose, va encoder un apprentissage de telle manière à ce qu'il va devenir plus sensible aux futures réponses. Donc, on a vraiment un processus qui va transformer la cellule T pour la rendre hypersensible. Et si elle est hypersensible, eh bien, évidemment, ça va générer de l'hyperalgésie, donc ça va donner trop de douleur, plus de douleur. Ça peut même générer ce que l'on appelle l'allodynie. L'allodynie, c'est quoi? C'est lorsque non seulement la nociception va générer un signal douloureux plus important, ça c'est l'hyperalgésie, mais le tact va lui-même générer un signal douloureux, ça c'est l'allodynie. Et donc, typiquement, ce type de symptômes, l'allodynie, vont apparaître après une lésion d'un nerf, donc après une inflammation au niveau d'un nerf, donc lorsqu'on a une névralgie, notamment au niveau du nerf trijumeau, donc au niveau du nerf de la face, on peut déclencher ce processus de plasticité qui va générer l'allodynie. Et typiquement, chez les personnes qui souffrent de ce type de symptômes, si vous frôlez tout simplement l'arête du nez comme ceci, vous pouvez déclencher une douleur intense qui va être générée par le fait que le neurone tactile va transmettre son information vers la cellule T, qui va faire remonter au cerveau une fausse information. Donc le tact va générer un signal qui va donner une perception douloureuse importante. On va appeler ça les zones gâchettes au niveau de la peau, c'est-à-dire des zones de peau qui vont devenir hypersensibles. Et donc, on a deux phénomènes au niveau de la moelle. D'une part, le signal nociceptif va passer trop bien et donc va donner trop de signal. Et d'autre part, le signal tactile, qui n'est pas censé donner d'informations de type nociceptive, va lui aussi générer une perception douloureuse. Et donc là, il y a une fausse perception. Ça veut dire que le cerveau, à cause d'une plasticité au niveau de la moelle épinière, va mal interpréter le signal qui lui provient de la périphérie, ce qui prouve bien que là, cette fois-ci, je suis bien dans ma tête, c'est-à-dire je suis bien dans mon système nerveux central. Et donc, je vais parler des sensibilisations centrales lorsque la transmission et l'intensité du signal transmis ne dépendent plus directement des propriétés de la stimulation périphérique. Donc, lorsque j'ai une dissociation entre ce qui se passe réellement à la périphérie, ici du tact, et la transmission et l'intensité du signal qui est transmis vers mon cerveau et qui va générer la perception douloureuse. Donc là, on a déjà un premier niveau où on a au niveau du système nerveux central la possibilité de transformer le signal douloureux. On était ici dans la moelle épinière. On va maintenant s'intéresser au dernier niveau, c'est-à-dire le niveau du cortex. Donc une fois que l'information est arrivée au niveau du cortex, en passant par le thalamus, eh bien, elle va permettre vraiment le traitement conscient du signal nociceptif et donc la perception consciente de la douleur. Et donc ça, c'est maintenant cette dernière partie que l'on va voir ensemble. Alors au niveau du cortex, il y a 3 zones importantes qui vont être impliquées dans le traitement conscient de la douleur. La première zone, c'est probablement celle que l'on connaît, c'est le cortex somatosensoriel. Ce cortex somatosensoriel va permettre de localiser la douleur, donc de dire précisément où on a mal, avec l'exception, on l'a vu au début, des douleurs viscérales qui peuvent être confondues. Ensuite, on a une autre partie du cortex qu'on appelle le cortex singulaire. Et ce cortex singulaire va donner ce qu'on appelle la dimension affective de la douleur.
Donc, vraiment, la sensation désagréable de la douleur, les affects liés à la perception douloureuse, va être traitée au niveau de ce cortex particulier que l'on appelle le cortex cingulaire. Et finalement, le troisième cortex, qu'on appelle le cortex insulaire, va lui être impliqué dans la mémoire de la douleur. Donc, on va voir qu'il est possible de mémoriser l'information douloureuse et que cette mémoire soit ravivée par la suite, même en absence d'une stimulation périphérique. Alors, ces trois cortex, somatosensoriel, singulaire et insulaire, où les trouve-t-on? Donc, on a ici la moelle, on remonte de la moelle et on passe par le thalamus. Et après être passé par le thalamus, on va aller vers le cortex insulaire qui est ici sur le côté, le cortex somatosensoriel ici, et ici, le cortex singulaire ici à l'avant. Ce qui est représenté ici en plus, c'est le cortex préfrontal qui va également être impliqué en même temps que le cortex singulaire. On voit également sur cette diapositive l'amygdale dont on a parlé tout à l'heure qui va donner les réactions viscérales de la douleur. Alors, donc on est ici dans l'ensemble du cortex pour le traitement supraspinal de l'information nociceptive. On retrouve toutes ces parties ici. Donc, sur cette dia, l'idée, c'est vraiment de vous montrer que, eh bien, lorsque le signal arrive au niveau du cerveau, il va être traité de multiples manières et va donner différentes dimensions de la douleur. Donc, la dimension sensorielle et discriminative au niveau du cortex somesthésique, la dimension motivationnelle et affective au niveau du cortex singulaire et la dimension mémoire au niveau du cortex insulaire. Ici, tout ce qui est au centre, eh bien, va générer les réponses viscérales, va générer le stress, va générer la peur liée à la perception douloureuse. Alors, le fait qu'il y ait différentes dimensions à la douleur, une dimension sensorielle, une dimension affective, va faire que lorsque l'on va demander aux personnes de décrire leur douleur, on peut utiliser ce type de questionnaire qui a été mis au point par McGill et Melzack, et donc qui va, demander évidemment au patient de localiser précisément la douleur sur son corps, et ensuite il va devoir décrire la douleur. Et vous voyez que dans les descriptions de la douleur, il y a le type de sensation. Et donc, est-ce que c'est un frémissement? Est-ce que c'est une secousse? Est-ce que c'est une piqûre? Est-ce que c'est coupant? Est-ce que c'est pinçant? Est-ce que c'est un tiraillement? Donc, vraiment des propriétés plus physiques au niveau de ce que l'on ressent. Mais de l'autre côté, vous avez vraiment toutes ces dimensions affectives. Donc, est-ce que c'est fatigant? Est-ce que c'est suffocant? Est-ce que c'est déprimant? Est-ce que c'est agaçant? Est-ce que c'est envahissant? Donc là, toutes ces propriétés que l'on peut, tous ces mots que l'on peut utiliser pour décrire la douleur. Et de manière très intéressante, certains types de douleurs, comme les rages de dents ou la douleur liée à l'accouchement, vont toujours donner les mêmes mots. C'est-à-dire que des douleurs ont des propriétés particulières et c'est les mêmes mots qui vont être utilisés par différents patients pour décrire le même type de douleur, ce qui dit bien que l'on a un signal particulier qui remonte vers le cerveau et qui va être traité au niveau du cerveau. Alors, au niveau sensoriel et discriminatif, ce que l'on a donc sur le cortex somatosensoriel, c'est une représentation du corps humain qui va permettre à notre cortex de savoir exactement où la douleur se trouve. Et vous voyez que cette représentation du corps humain est complètement disproportionnée puisque nous aurons des zones qui seront beaucoup plus sensibles que d'autres. Et donc, les mains sont extrêmement sensibles, mais également toute la région du visage, particulièrement la langue et la bouche qui vont être très sensibles et donc vont générer une très bonne discrimination de l'endroit de la douleur. D'autres parties du corps, comme aussi les bras et les jambes, eh bien, auront moins de discrimination possible. Donc, on saura localiser la douleur, mais avec moins de précision. Le fait qu'il existe des zones spécifiques du cortex pour localiser la douleur va expliquer un symptôme particulier qui est le symptôme des membres fantômes. Donc, lorsque on est malheureusement amputé d'un membre ou d'une partie de membre, donc suite à une amputation de la main ou de l'avant-bras, eh bien, certains patients vont décrire des douleurs fantômes. D'abord, ils vont décrire le fait qu'ils ont l'impression de toujours ressentir la présence de leur membre amputé, et d'autre part, ils peuvent réellement décrire des douleurs qu'ils localisent dans un endroit du corps qu'ils n'ont plus. Alors, ces douleurs fantômes vont avoir deux origines. La première, c'est que lors de l'amputation, s'ils
ça n'a pas été fait chirurgicalement sous anesthésie locale et générale, il peut y avoir des lésions de nerfs importantes, lésions qui vont générer un signal électrique qui va persister au cours du temps. Ça veut dire que le nerf lésé va continuer à envoyer de l'information vers le cerveau très longtemps après l'amputation et donc peut générer un signal qui arrive au cerveau. D'autre part, au niveau du cerveau, eh bien, les zones qui s'occupent de ces parties-là du corps sont dans un premier temps toujours présentes et donc vont elles-mêmes traiter les signaux qui leur arrivent comme provenant des différentes parties du corps. Et si on veut traiter la problématique des membres fantômes ou des douleurs fantômes, une des solutions est de réapprendre au cerveau ce qu'il se passe réellement. Et donc ici, par exemple, on utilise la technique du miroir, où on demande à la personne de regarder dans un miroir. Et donc là, par exemple, la personne pense que sa main droite est lésée parce qu'elle a mal, et donc elle a une sensation de douleur, de brûlure, par exemple, au niveau de la main droite. Le fait de lui montrer une main droite qui n'est pas lésée, qui fonctionne bien et qui n'a pas de problème, va permettre au cerveau de réapprendre réellement ce qu'il se passe, donc quelle est la qualité du signal qu'il reçoit, à quoi correspond le signal électrique qu'il reçoit, puisqu'il va se rendre compte qu'il n'y a pas de lésion et que donc le signal que le cerveau reçoit est un faux signal et il va progressivement réapprendre et se modifier pour pouvoir oublier en quelque sorte ce membre fantôme, mais ne plus tenir compte de cette information particulière. Donc ça, c'est ce qui concerne la partie somatosensorielle du cerveau. Ensuite, en ce qui concerne le traitement affectif de la douleur, alors là, c'est encore un petit peu plus compliqué, puisqu'on s'est rendu compte, grâce aux techniques d'imagerie par résonance magnétique, que le traitement affectif de la douleur était le même que l'on parle de douleur physique ou de douleur émotionnelle. Donc, si on mesure les activités cérébrales en cas de douleur physique ou en cas de rejet social, donc suite à une douleur de type émotionnel, on se rend compte que les zones du cortex insulaire, du cortex singulaire, du thalamus, du cortex somatosensoriel secondaire qui sont activées, en réalité, sont les mêmes. C'est juste une question d'intensité qui est différente, avec une intensité plus grande pour la douleur physique. Ça veut dire que tout ce qui concerne la dimension affective, émotionnelle et motivationnelle liée à la douleur physique va également être lié à la douleur émotionnelle, et donc ça va expliquer pourquoi on peut également avoir des symptômes dépressifs en cas de douleur chronique et également pourquoi des antidépresseurs peuvent avoir un effet positif dans des cas de douleur chronique, puisqu'on va avoir ces deux dimensions qui vont se mélanger au niveau du traitement du cerveau. Et donc, des études ont également montré que cette zone du cortex singulaire qui est ici à l'avant va être plus ou moins activée en fonction de la douleur attendue, c'est-à-dire en fonction de ce qu'on appelle vraiment les affects. Ça veut dire que là, on fait une expérience assez simple. On demande à la personne de mettre sa main dans de l'eau chaude, pas de l'eau brûlante, pardon, juste de l'eau chaude. Et donc, il va ressentir évidemment la sensation chaude. Mais si on prépare la personne en lui disant qu'elle va avoir mal, et donc on lui suggère qu'une stimulation douloureuse va arriver, eh bien, la stimulation du cortex somatosensoriel ne va pas changer. Ça veut dire que la réponse du cerveau ne change pas au niveau de la discrimination ici du cortex somatosensoriel. Par contre, la réponse affective, le fait que la sensation sera non plaisante, va être beaucoup plus importante si la personne s'attend à ce que ce soit désagréable. Ça veut dire que tout le contexte, que ce soit le contexte social, le contexte environnemental, tout ce qui nous entoure va générer un état cérébral qui va faire que l'on va plus ou moins s'attendre à une information douloureuse et que si l'on s'attend à recevoir une information douloureuse, eh bien, la façon dont on va gérer cette information va faire qu'elle va nous paraître beaucoup plus importante, avec une intensité plus importante et elle va nous affecter beaucoup plus. Donc ça, ce sont des dimensions qui sont extrêmement importantes à prendre en compte également. Et c'est à tel point qu'on peut avoir ce que l'on appelle de la mémoire ou de l'anticipation de la douleur, c'est-à-dire qu'on a ici, dans cette zone du cerveau, ce dont on a déjà parlé, le cortex singulaire, l'insula,
le thalamus, l'amygdale. Et en fait, toutes ces zones du cerveau qui vont être impliquées dans le traitement affectif de la douleur sont également impliquées dans le système d'apprentissage et de récompense du cerveau. Et donc, ce système d'apprentissage et de récompense va fortement être lié évidemment à la mémoire et à l'anticipation, puisque tous nos systèmes de récompense est là pour prédire ce qu'il va se passer dans notre environnement. Donc, lorsque j'agis sur mon environnement, je prédis le résultat de mon comportement et mon système de récompense, il est là pour voir si ma prédiction est correcte, c'est-à-dire si mon comportement génère quelque chose de positif ou de négatif. Et donc, comme ce sont les mêmes zones cérébrales qui vont être impliquées dans ce circuit général de l'apprentissage et dans le traitement affectif de la douleur, je peux également faire de l'anticipation de la douleur et je peux réactiver de la mémoire de la douleur en cas de stress post-traumatique, par exemple, ou même en cas lorsque je prédis quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais qui pourrait arriver, je peux activer ces zones du traitement affectif de la douleur. Et donc là, cette fois-ci, je suis vraiment dans ma tête et le phénomène de plasticité que l'on a vu dans la moelle épinière tout à l'heure, je peux le retrouver dans les zones du cortex, ici, dans les zones du cortex singulaire. Je peux avoir cette forme de plasticité qui va faire que mon cortex singulaire va répondre plus fort, de manière plus intense, lorsqu'il y aura eu plasticité, lorsqu'il y aura eu apprentissage. Et donc, le même signal de départ peut générer une réponse beaucoup plus importante au niveau de mon cortex à cause de ce processus de plasticité. Donc là, j'ai de nouveau une dissociation entre la stimulation de départ et le ressenti, la perception. Et là, je suis au niveau central. Et donc, sur cette dia, je vais dire, en fait, oui, la douleur peut aussi être dans ma tête, puisque bien sûr, il y a toujours un point de départ. Donc, un point de départ qui est un point nociceptif, qui va activer le système nerveux. Mais une fois que ce point de départ a été lancé, une fois que la stimulation électrique a été lancée, cette stimulation électrique peut se transformer aux différents étages et d'autre part, une hyperactivation à un moment donné peut générer des processus de mémoire, des processus de plasticité qui vont faire que mon système nerveux va devenir hypersensible et va même pouvoir s'activer en absence d'une stimulation périphérique, c'est-à-dire maintenir le signal douloureux alors que la lésion de départ a éventuellement disparu ou en tout cas est fortement atténuée. Et donc, la douleur est dans mon corps, certainement, mais elle est aussi. Alors, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Vous me direz, donc on a deux possibilités de souffrir. On peut souffrir parce qu'on a une vraie lésion et on peut souffrir parce que la lésion est terminée, mais que le cerveau se souvient de cette lésion. Et donc, à quel moment on arrête de souffrir? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que notre système nerveux contient également un système d'analgésie endogène, c'est-à-dire que notre cerveau est capable lui-même d'inhiber la propagation du signal nociceptif et donc d'inhiber le ressenti et la perception de la douleur. Il existe un circuit inverse. Donc, le circuit montant, c'est je vais de la moelle vers le cerveau. Et le circuit descendant, c'est le contraire. Je pars du cerveau, je repasse par le centre du cerveau, l'amygdale, l'hypothalamus, j'arrive au niveau du tronc cérébral. Et du tronc cérébral, je descends dans la moelle pour transmettre une information inhibitrice, c'est-à-dire pour venir arrêter, diminuer, inhiber le système nociceptif. Et c'est ce qui est agrandi ici. Donc ça, c'est un neurone qui descend du tronc cérébral. Et il va arriver où? Il va arriver sur ma cellule porte de tout à l'heure. Donc tout à l'heure, j'avais dans ma moelle une cellule porte capable d'inhiber la douleur, que je pouvais activer grâce au tact. Eh bien, cette même cellule porte qui est capable d'inhiber la douleur peut elle-même être directement activée par mon système nerveux central. Ça veut dire que j'ai dans ma tête des ressources pour venir activer les cellules portes qui peuvent elles-mêmes inhiber la transmission du signal douloureux. Alors, comment va se faire cette inhibition de la transmission du signal douloureux? C'est par la libération de petites molécules que l'on appelle l'encéphaline. Et ces petites molécules, eh bien, ce sont nos opioïdes endogènes. Donc,
vous le savez évidemment, la morphine est le principal composé analgésique qui est utilisé et qui va permettre d'activer des récepteurs spécifiques au niveau des neurones nociceptifs et venir de ce fait inhiber la transmission du signal nociceptif. Et donc, lorsque je prends de la morphine au niveau périphérique, lorsque je prends de la morphine au niveau de la moelle ou lorsque je prends de la morphine au niveau général, systémique, cette morphine va avoir différents points d'action et au niveau de la moelle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va empêcher la transmission du signal nociceptif. Alors, on connaît les propriétés de l'opium depuis très très longtemps et donc on connaît les propriétés de la morphine depuis évidemment très longtemps. On a connu la morphine bien avant de connaître l'existence des opioïdes endogènes. Donc, on a commencé par connaître l'efficacité de la morphine comme antidouleur. On a ensuite découvert le récepteur de la morphine, ce sont des récepteurs qu'on a appelés opioïdes. Et une fois qu'on a trouvé le récepteur, on a trouvé les ligands, donc les molécules endogènes qui se fixent sur ces récepteurs, et on les a appelés les endorphines. Et donc, on a ici la formule de la bêta-endorphine. Donc, c'est un petit peptide qui va être libéré par les cellules, notamment les cellules P, mais bien d'autres cellules de notre corps, pour venir activer des récepteurs aux opioïdes et ainsi inhiber la douleur. Et ce processus naturel d'inhibition de la transmission nociceptive, eh bien, on va le retrouver dans toute une série de phénomènes et on a pu mettre en évidence l'activation de ce système analgésique endogène, notamment dans les cas de stress intense et de danger. Donc, typiquement, lorsque vous êtes poursuivi, lorsque vous êtes en danger, lorsque vous êtes dans une situation de guerre, eh bien, votre système nerveux va vous protéger en inhibant la douleur, c'est-à-dire en vous permettant de vous battre, de fuir, et ainsi, quelles que soient les lésions qui apparaissent dans votre corps, votre système nerveux fait en sorte de ne plus tenir compte des dangers potentiels liés aux lésions pour faire face à un danger plus important qui vous menace. Et donc, vous pouvez continuer à bouger, à fuir, à vous battre tout en ayant des blessures. Évidemment, au bout d'un moment, eh bien, le système protecteur ne va plus fonctionner et la douleur va revenir, mais ce système protecteur va vous permettre de continuer à lutter et très nettement, cet effet va être lié à la libération d'endorphines par le système nerveux central. De manière assez nette, les effets placebo antidouleurs vont également, dans une certaine mesure, impliquer la libération d'endorphines. Et ça, on a pu le montrer par des expériences assez simples, c'est-à-dire qu'on donne un vrai antidouleur à des personnes, on donne un placebo à d'autres personnes et on leur demande d'évaluer leur niveau de douleur en utilisant l'échelle de douleur. Et donc, la plupart des personnes vont indiquer quand même une diminution de la douleur lorsqu'ils reçoivent le placebo. Et de manière intéressante, lorsque, en même temps que le placebo, je donne de la naloxone c'est l'antidote contre la morphine, donc c'est l'antagoniste des récepteurs aux opiacés, ça veut dire que cette molécule permet d'empêcher la morphine de se lier sur ce récepteur, donc elle va empêcher également les opioïdes endogènes de se lier, elle va s'opposer aux opioïdes endogènes. Et donc, si je donne un placebo qui réduit la douleur plus du naloxone, eh bien à ce moment-là, ma douleur n'est plus réduite. Ça veut dire que mon effet placebo passe bien par la libération d'endorphines qui agissent sur des récepteurs opioïdes et que si je bloque ces récepteurs, eh bien, je n'ai plus d'effet placebo. Donc, l'effet placebo, ce n'est pas juste un effet psychologique, c'est un effet physiologique qui est lié à la réaction du système nerveux qui libère des endorphines pour permettre de réduire la douleur. Une partie des effets de l'acupuncture peut également être expliquée par ce système porte et cette libération d'endorphines, soit directement parce que les aiguilles vont venir stimuler des extrémités nerveuses et donc de là activer le système porte, soit également parce que le fait de croire aux effets de l'acupuncture va avoir un effet placebo et va permettre de libérer des endorphines. Une partie également de l'hypnose va pouvoir fonctionner sur ce mode-là. L'hypnose ayant également beaucoup d'autres effets sur le traitement cérébral, le traitement supérieur de
de la douleur. Donc, tout ce qui est le traitement affectif, notamment de la douleur, peut être contrôlé dans les états d'hypnose. Donc, on peut générer en état d'hypnose un état cérébral lié aux affects de la douleur. On peut activer le cerveau de telle manière à ce qu'il ait l'impression de subir quelque chose de douloureux. Et à l'inverse, on peut inhiber ces zones par l'hypnose et ainsi réduire la sensation désagréable de la douleur. Et finalement, et je termine par cela pour embrayer sur ce qui vous sera présenté la semaine prochaine à la première conférence, le sport, et surtout le sport de haut niveau, est connu pour libérer des endorphines. Et donc chez les sportifs de haut niveau, bien entendu, ça va leur permettre de faire des performances au-delà de ce qui génère d'habitude des sensations douloureuses, évidemment avec le danger que des lésions peuvent apparaître. Et donc, c'est pourquoi les sportifs de haut niveau, après un certain âge, vont présenter toute une série de lésions tissulaires parce qu'ils vont aller toujours au-delà des limites à cause de ces systèmes protecteurs des endorphines. Mais cet effet du sport sur la douleur va justement être traité dans la prochaine conférence qui va parler de l'activité physique. Est-ce que l'on peut utiliser cette activité physique comme antidouleur? Conférence qui sera présentée par le professeur Nathalie Roussel, donc 12 octobre à 17h, la semaine prochaine. Donc, professeur Nathalie Roussel qui travaille à l'Université d'Anvers et donc qui travaille avec nous dans le projet INTERREC. Voilà, je vous remercie de votre attention.